Lui disait, c'est une branche de la géométrie au même titre que celle d'Euclide. Les autres étaient outrés. Non, c'est juste une figure générée par une machine débile. Je sais que pour certains, les fractales donnent de jolis dessins, mais ne servent absolument à rien et sont ridicules. En 1982, Mandelbrot répond aux critiques en publiant un autre ouvrage, La géométrie fractale de la nature. On y trouve de nombreux exemples d'applications scientifiques de sa théorie. Il affirme pouvoir mesurer avec précision des formes naturelles et effectuer des calculs capables d'étudier des formations diverses comme les traces d'assèchement des fleuves ou le mouvement des nuages. Tout à coup, le domaine des systèmes vivants et en mouvement, qu'on considérait comme n'étant pas du ressort des mathématiques, et encore moins de la géométrie, était au cœur de toutes les préoccupations. C'est le livre de Mandelbrot qui nous a convaincus que les fractales n'étaient pas que des petits dessins, mais une science à part entière. Une nouvelle façon de regarder le monde, pas seulement pour l'observer et le mesurer, mais aussi pour l'étudier mathématiquement et donc mieux le comprendre. Moi qui travaille sur les fractales depuis 20 ans, je ne vais pas vous dire que c'est un truc cool. Non, c'est surtout un truc utile. Dans les années 1990, un radioastronome originaire de Boston, Nathan Cohen, s'appuie sur les fractales pour réaliser une avancée technologique dans le domaine de la communication électronique. Il est radioamateur, mais son propriétaire refuse qu'il installe des antennes sur le bâtiment. J'étais à une conférence d'astronomie en Hongrie et Mandelbrot a fait une intervention sur les structures à grande échelle de l'univers et sur l'utilité des fractales pour les comprendre. Ça a épaté tous les chercheurs présents. Il a présenté plusieurs types de fractales et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire une antenne de cette forme-là pour voir ce que ça donne. Nathan Cohen commence par fabriquer une antenne en forme de flocon de coque. J'ai repensé à la conférence et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je tords mon fil de fer? Une fois le fil de fer tordu, je l'ai fixé au câble de mon émetteur-récepteur et j'ai été très surpris de voir que ça a marché du premier coup. Et j'ai découvert à ma grande surprise que je pouvais faire une antenne bien plus petite grâce à la structure fractale. C'était un bon moyen d'éviter de me fâcher avec mon propriétaire. À force de tenter de nouvelles expériences, Nathan Cohen fait une autre découverte. Les formes fractales permettent non seulement de réduire la taille des antennes, mais aussi de capter un spectre de fréquences bien plus large. Grâce aux fractales, j'ai fini par avoir une réception très large bande. Là, je me suis demandé comment ça se fait. Pourquoi seules les fractales permettraient-elles d'accéder à ces fréquences? Ce travail a abouti à un théorème mathématique qui démontre que si on veut capter un très large spectre de fréquences, l'antenne doit avoir une structure autosimilaire et fractale. Et c'est une condition sine qua non. On n'avait pas trouvé juste une façon de faire parmi d'autres. Non, on pouvait démontrer que c'était le seul et unique moyen de capter ces fréquences. Nathan Cohen fait cette découverte à une époque où les entreprises de téléphonie mobile se heurtent à une difficulté. Elles veulent offrir de nouvelles fonctionnalités à leur clientèle, comme la technologie Bluetooth, le mode Talkie-Walkie et la connexion Wi-Fi, mais chacune d'elles nécessite une bande de fréquences différente. Il fallait pouvoir capter plusieurs fréquences sans avoir 10 antennes qui sortaient du téléphone. Bien sûr, on aurait pu fabriquer un téléphone portable qui ressemble à un porc-épic, mais ça n'aurait pas été très vendeur. Aujourd'hui, les antennes fractales sont utilisées dans des dizaines de millions de téléphones portables et autres outils de communication sans fil, partout dans le monde. D'ici 15 à 20 ans, on s'apercevra que les fractales sont le seul moyen de réduire le coût et la taille des antennes nécessaires à nos besoins en télécommunication.
Si un ingénieur un peu malin utilise les fractals dans de nombreux contextes différents, il faut se demander pourquoi la nature, qui est plus maligne que nous, les utilise à sa façon. Elles sont omniprésentes en biologie. Ce sont des schémas que la nature reproduit sans cesse au fil de l'évolution. Le rythme cardiaque en est un exemple frappant, comme nous l'explique Harry Goldberger, un cardiologue originaire de Boston. L'idée que le corps humain est une machine remonte à l'époque de Newton. Le corps est une mécanique rythmée par les battements du cœur. Galilée a chronométré la vitesse des oscillations d'un pendule en prenant son pouls comme unité de temps. C'est l'idée que le cœur bat avec la régularité d'un métronome. Mais quand Harry Goldberger et ses collègues analysent le rythme cardiaque de milliers de sujets, ils découvrent que cette théorie est fausse. Voici les pulsations d'un sujet sain. Comme vous voyez, le rythme cardiaque n'est pas constant. Il fluctue énormément. Et dans ce cas précis, il oscille entre 60 et 120 battements par minute. Harry Goldberger, qui connaît les travaux de Benoît Mandelbrot, identifie ce schéma. Quand on reporte sur un graphique les intervalles entre les battements, on retrouve une indentation très similaire à celle des montagnes dont parle Mandelbrot dans son livre. Et si on grossit l'échelle d'observation, on voit qu'il y a toujours plus d'oscillations. Donc, un rythme cardiaque normal a une architecture fractale. Mais on nous a dit, ce n'est pas de la cardiologie, ça, vous n'aurez jamais de budget de recherche. En réalité, c'en est bien. Harry Goldberger découvre que le rythme cardiaque de tout sujet sain obéit à un schéma fractal qui lui est propre. Cette spécificité permettra peut-être un jour aux cardiologues de déceler certaines pathologies. Regardez l'écran, s'il vous plaît. Cooper, on va passer au calibrage. À l'université de l'Oregon, Richard Taylor se sert des fractales pour percer les mystères d'une autre partie du corps, l'œil. On cherche à savoir comment fait l'œil pour pouvoir absorber autant d'informations visuelles, et ça nous a amené aux trajectoires oculaires. Sous l'écran, il y a une petite caméra infrarouge qui enregistre la position du regard et la reporte sur un diagramme. On obtient une trajectoire des points fixés par l'œil. C'est intéressant ce schéma. L'ordinateur sort ensuite un tracé qui comporte différentes petites structures oscillatoires. Quand on zoome sur ces oscillations, la dimension fractale apparaît nettement. L'expérience montre que l'œil ne regarde pas toujours les choses de manière ordonnée et linéaire. Si la science parvient à mieux comprendre les mécanismes de perception visuelle, certains objets du quotidien pourront être améliorés en termes de lisibilité ou de sécurité. Quand on regarde un feu tricolore, autour il y a la circulation, les piétons. L'œil regarde partout pour évaluer cette situation complexe. Les constructeurs d'avions conçoivent des cockpits avec plusieurs rangées de cadrans et de chiffres. Mais si notre œil passe de l'un à l'autre en suivant un schéma fractal, ce n'est peut-être pas une bonne idée qu'ils soient tous alignés. On cherche à comprendre la façon dont, naturellement, l'œil assimile l'information. Est-ce qu'elle s'apparente à d'autres processus inconscients, comme le mouvement du corps ? Quand on se tient en équilibre, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Quelque chose d'inconscient mais d'efficace. On effectue des oscillations plus ou moins grandes. Toutes ces fonctions humaines sont-elles liées par un schéma fractal? On est en train de découvrir que de plus en plus de processus physiologiques sont fractales. La communauté scientifique est loin de reconnaître unanimement le potentiel de la géométrie fractale dans les progrès de la recherche. Les sceptiques affirment qu'elle a peu fait avancer la théorie mathématique. Mais pour l'équipe du biophysicien canadien Peter Burns, les fractales sont un outil nécessaire au développement de modèles mathématiques qui pourraient permettre un diagnostic plus précoce du cancer.
La détection des très petites tumeurs est un des grands défis de l'imagerie médicale. Il est particulièrement difficile de déceler un des signes avant-coureurs du cancer, le réseau de minuscules vaisseaux sanguins qui se forment avec la tumeur. Les techniques d'imagerie conventionnelles, comme l'échographie, ne sont pas assez puissantes pour les voir. Il s'agit de structures qui mesurent à peine quelques dixièmes de millionièmes de mètre. Nous n'avons pas les outils nécessaires pour voir ces minuscules vaisseaux à l'intérieur d'un corps vivant. L'échographie offre toutefois une très bonne vision globale de la circulation sanguine. Peter Burns s'est demandé si les images de flux sanguin pouvaient révéler la structure cachée des vaisseaux. Pour le savoir, son équipe a conçu un modèle mathématique fondé sur la géométrie fractale. Si on peut analyser une structure de manière mathématique, on peut créer un algorithme. Les fractales fournissent des codes tout simples à partir desquels élaborer ce genre de modèle. Il suffit ensuite de modifier certains paramètres pour changer l'aspect de la structure. Le modèle montre l'irrigation d'un rein. D'abord via des vaisseaux sanguins normaux, puis via des vaisseaux qui alimentent une tumeur cancéreuse. Peter Burns a découvert que les deux réseaux vasculaires ont des dimensions fractales très différentes. Au lieu de présenter des bifurcations nettes, comme les branches d'un orme, la vascularisation de la tumeur est chaotique et désordonnée, plutôt comme une boule de gui. Et le flux sanguin qui circule dans ces vaisseaux enchevêtrés ne ressemble pas du tout à celui d'un sujet sain. Cette différence pourra peut-être un jour être détectée à l'échographie. On a longtemps cru que l'imagerie médicale devait être de plus en plus fine et précise, avec une résolution toujours plus microscopique pour déceler les informations cachées dans les structures. L'intéressant avec les fractales, c'est qu'elles nous fournissent des informations sur l'infiniment petit sans qu'on ait besoin de regarder à travers un microscope. Nous pensons que l'approche fractale pourrait permettre de distinguer par l'imagerie les lésions bénignes des tumeurs malignes, ce qui était impossible jusqu'à présent. Il faudra peut-être des années avant que les fractales n'aident les médecins à dépister le cancer. Mais elles fournissent déjà des indices de taille sur une question récurrente en biologie. Pourquoi les animaux de grande taille utilisent-ils l'énergie plus efficacement que les petits? Le sujet passionne les biologistes James Brown et Brian Enquist et le physicien Jeffrey West. On constate une économie d'échelle incroyable à mesure que la taille augmente. Par exemple, un éléphant est 200 000 fois plus lourd qu'une souris, mais il ne consomme que 10 000 fois plus d'énergie sous forme de calories ingérées. Plus la masse augmente et plus la quantité d'énergie requise par gramme de tissu baisse. C'est une énigme. Et le plus étonnant, c'est que le rapport entre la masse et le besoin en énergie de tout être vivant est régi par une formule mathématique invariable. Pour autant qu'on sache, cette loi est universelle, ou presque. Elle se vérifie pour toutes les formes de vie, des plus microscopiques comme les bactéries, aux baleines en passant par les séquoias. Bien que cette loi ait été découverte dès les années 1930, personne n'avait jamais été capable de l'expliquer. On avait l'intuition que c'était lié aux différents schémas d'acheminement des ressources selon la taille des organismes. On a franchi un cap et on a dit toutes les formes de vie sont sous-tendues par des réseaux transportant de l'oxygène, des ressources et des métabolites qui alimentent les cellules. Les systèmes